Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Star Wars l'aventure littéraire. Après 3 vidéos de les meilleurs épisodes des séries, il est temps de lancer un nouveau concept sur la chaîne. Je vais, à travers cette émission, vous parler de mon aventure littéraire au sein de l'univers étendu Star Wars. Alors, à partir de cet épisode 1 où j'y connais peu, où au final je suis un peu un noob de l'univers étendu Star Wars, et ce qui va être intéressant c'est que, vu que je pars de rien, on va voir l'évolution de ce que je peux penser de l'œuvre, de ce que je peux vous conseiller, de ce que j'en critique, des liens que je peux en faire, de mes connaissances. L'idée c'est qu'à chaque épisode je vais vous parler de 7 romans. On ne parle pas des comics pour le moment, ça dépendra de nos envies à tous plus tard. À chaque épisode, on va suivre l'ordre de mes lectures. L'idée c'est que pour chaque livre, je vous raconte d'abord rapidement le speech, tout en essayant de pas trop vous spoiler parce que c'est pas le but. Après chaque résumé, je vais faire une petite critique où l'idée c'est de dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et aussi de parler un peu ce que je veux, comme par exemple les connexions avec les autres œuvres, les connexions au film. Voilà un peu pour la structure globale de l'émission. Et pour ceux qui veulent, à chaque épisode, vous retrouvez les timecodes des livres dans la description. Avant de commencer, petit disclaimer. Ce sera toujours mon avis, un avis subjectif. Contrairement à ce que j'essaye de faire dans mes vidéos sur le cinéma ou les séries, là, je n'ai aucune expérience et je n'ai pas fait d'études littéraires. De plus, c'est bien entendu mon expérience. J'ai peut-être pas commencé par les meilleurs livres, j'ai commencé par explorer le canon de Disney et pas le Legend. Il y a beaucoup d'options pour s'aventurer dans l'univers littéraire Star Wars. Je vous délivre la mienne. Par contre, n'hésitez pas à me donner vos conseils de lecture afin de bien commencer l'univers Legend. Car oui, même si aujourd'hui on commence par l'univers canon, bientôt on explorera ensemble les univers Legend et canon. Vu que c'est le premier épisode, je pense que certains sont perdus entre le canon et l'univers Legend. L'univers Legend, c'est tout ce qui a été fait autour des films, comme les comics, les jeux vidéo et les livres, avant le rachat de Lucasfilm par les studios Disney. Ainsi, l'univers Legend est très riche, car il a duré des dizaines d'années. Il a commencé environ en 77, la date du premier film, et a fini environ vers 2014, par le rachat de Disney. Ce qui est assez fascinant, c'est que les dates ne sont pas si définies que ça. Par exemple, les premiers comics Star Wars sont sortis quelques mois avant la sortie du tout premier film. Quand Disney rachète Lucasfilm en 2014, ils sont conscients que l'univers étendu est très riche, mais aussi que ça peut rapporter beaucoup. C'est pourquoi ils décident de créer leur propre univers étendu, le canon de Disney. Le canon de Disney repart donc à 0 et a comme seul lien de connexion les films, c'est-à-dire du 1 au 6 puis du 1 au 9, ainsi que les séries Star Wars officielles comme The Clone Wars ou plus tard Rebels, Résistance. J'ai fait exprès de pas préparer mes explications sur l'univers Legend et canon, tout simplement pour qu'on comprenne ensemble où en sont mes connaissances sur l'univers étendu Star Wars en général, et ainsi voir dans plusieurs épisodes mon évolution sur mes explications qui est l'univers canon et Legend. Revenons aux petites choses à savoir pour suivre cette série de vidéos. Pour se repérer sur la timeline de l'univers Star Wars, il y a une seule date à retenir. C'est la bataille de Yavin. Bataille finale dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, qui fait office de l'année 0. Dernière chose au niveau de la construction de cette série, je donnerai toujours la date de la sortie française. Et j'ai décidé de mettre une note au livre. Note qui est uniquement là pour ceux qui veulent se donner un point de repère sur mon avis. Alors rendons à César ce qui appartient à César. Pour les notes, je me suis inspiré du travail de Link the Sun dans ses lectures du mois. Alors pour la notation, c'est de A à D. Le A forcément c'est trop bien, c'est trop ouf. Et D, c'est quoi cette daube? En plus de la lettre A, B, C ou D, je rajouterai un plus ou un moins derrière. Cette très longue introduction de cette nouvelle aventure sur la chaîne est finie. Pour ce premier épisode de Star Wars l'aventure littéraire, on se concentre sur le canon de Disney. Nous allons parler de la trilogie Riposte, de la trilogie Throne, ainsi que de Outsiders. Que la force soit avec nous. Le premier roman que j'ai lu est Mort ou Vif de Rae Carson, sorti le 29 août 2019 aux éditions Pocket, et traduit par Thierry Arson. Alors oui, comme je l'ai dit, on a tous sa propre aventure au sein de l'univers étendu. Chacun commence quelque part sans trop savoir pourquoi. J'avoue que c'est bizarre de commencer par ce livre, Mort ou Vif, le spin-off littéraire du film Solo A Star Wars Story, spin-off qui en plus a fait un petit bide. Bon, je vais vous expliquer. D'ici quelques mois, je vais sortir une vidéo sur le personnage de Han Solo dans les films, car j'avais commencé un mémoire sur ce même personnage. C'est pourquoi à l'époque, j'ai lu ce livre, et c'est ainsi que j'ai commencé mon aventure littéraire au sein de l'univers Star Wars. Pour ceux qui se demandent, j'ai jamais fini le mémoire. Mais une vidéo sur Han Solo sort dans quelques mois, alors n'hésite pas à t'abonner. Mort ou Vif est donc le spin-off du film Solo A Star Wars Story. On retrouve les aventures de Han Solo et de Qi'ra quelques années avant le film, en l'an -14 avant la bataille de Yavin. Tous deux sont dans le gang des Verts Blancs. Leur chef Lady Proxima va leur donner à chacun une mission différente. Ils vont se hâter de la remplir en espérant être promus première. Le statut de première, c'est une sorte de sous-chiffre privilégié avec des responsabilités. Évidemment, les deux missions se passent très mal.
Han Solo et Qi'ra se retrouvent à fuir ensemble à la fois les Vers Blancs, mais aussi ceux qui ont fait foirer la mission. Avec l'aide de certains de leurs amis, comme le Rhodien Tsulo, ils vont essayer d'arranger l'affaire de Lady Proxima afin d'être à nouveau acceptés au sein du gang des Vers Blancs. Le roman se concentre sur la relation naissante entre Han Solo et Qi'ra. Je mettrai la note de B. C'est un roman qui prend le lecteur. Les personnages sont bien écrits, bien développé. La relation entre les personnages de Han Solo et de Qi'ra passe par plusieurs étapes. La haine, être obligé de s'allier pour survivre, puis l'amitié avant de construire une véritable relation. C'est pas une aventure titanesque. On reste sur la planète Corellia. Pourtant, c'est censé car Han Solo rêve de parcourir les étoiles. Pour la construction de personnages, c'est donc génial de d'abord l'enfermer sur une planète avec ce rêve et l'enjeu devient donc la fuite. Les personnages secondaires sont attachants et permettent au lecteur d'avoir peur pour eux car on ne connaît pas leur destin, contrairement à Han Solo et Qi'ra. Après cette lecture de Mort ou Vif, je me suis renseigné sur comment enchaîner et je suis très vite tombé sur la trilogie Riposte. Ma deuxième lecture est Riposte de Chuck Wendig, sorti le 25 février 2016 aux éditions Pocket. Roman traduit par Axel Desmoulins et Nicolas Ancion. Alors si j'ai lu cette trilogie Riposte, c'est que je pensais qu'elle comblait les trous entre Star Wars 6, Le Retour du Jedi, et Star Wars 7, Le Réveil de la Force. C'est parti pour un petit résumé. En l'an 4 après la bataille de Yavin, Rae Sloane, une impériale, essaye de faire renaître l'Empire à partir des restes de la flotte impériale. Elle organise une grande réunion secrète sur une planète isolée, Akiva. Le célèbre pilote Wedge Antilles se fait capturer sur Akiva alors que, au compte de la Nouvelle République, il cherchait les derniers vaisseaux de l'Empire. Nora Wexley, elle aussi pilote de la Résistance, s'étant battue aux côtés de Wedge Antilles, arrive sur Akiva afin de retrouver son fils, délaissé pour le combat. Elle se retrouve coincée par le blocus impérial et se rend compte que Wedge est prisonnier. En renouant avec son fils, mais aussi en rencontrant Monsieur Os, un droïde de combat, Sinjir, un ancien impérial, ainsi que Jas et Marie, une chasseuse de primes. Ils vont former ensemble un commando afin de mettre fin à cette réunion impériale et à libérer Wedge. Le livre est aussi ponctué d'apartés sur d'autres événements au même moment dans la galaxie, dont l'introduction de nouveaux personnages pour les suites. Alors j'ai vraiment bien aimé ce roman. Comme Mort au Vif, je lui mets un B. Pour commencer, ce sont de nouveaux personnages qu'on ne connaît pas, et pourtant ils sont très bien écrits, on s'attache rapidement à eux. La tension entre Nora et son fils est palpable. Le fils, qui remplace l'amour maternel, par Monsieur Os, un droïde de combat fabriqué de ses propres mains. Il y a vraiment quelque chose de perturbant dans cette relation, et c'est ça qui est fort. Les personnages de Sinjir et Jas Emeris sont tout autant intéressants. Tous ensemble, ils forment un sacré groupe, avec chacun de bonnes raisons d'affronter l'Empire. Pareil pour le personnage de Rae Sloane. Ses ambitions sont tout aussi ambivalentes, ce qui rend le personnage plus profond, moins manichéen. Bon, il faut l'avouer, petite tristesse que le roman ne développe pas plus le célèbre Wedge Antilles. Mais patience, ce n'est que le premier tome. Au niveau de l'écriture, j'ai beaucoup aimé. Le roman se dévore rapidement et les apartés ont le mérite de ne pas alourdir le tout en apportant de vraies petites histoires dans l'histoire. Pour le coup, je pensais qu'on allait avoir de vraies réponses sur ce qui s'est passé entre les films. Mais pour le moment, on s'intéresse vraiment à ce qui reste de l'Empire. Et au final, on a assez peu d'informations sur les personnages principaux comme Luke, Leila, Han Solo. Avec du recul sur mes attentes, ce n'est pas si grave, car cette trilogie va nous expliquer comment l'Empire s'écroule définitivement. C'est déjà un sujet passionnant qui mérite une trilogie. Et je dirais même qu'au final, je me suis trompé sur mes attentes, car la seule promesse du livre est marquée sur la couverture, où on peut lire « La guerre n'est pas finie ». Bien entendu, après Riposte, j'ai choisi de continuer à lire cette trilogie avec Riposte, Dette de vie, toujours de Chuck Wendig, sorti le 31 octobre 2018 aux éditions Pocket, traduit par Axel Desmoulins et Nicolas Ancion. Le livre se déroule en l'an 4 après la bataille de Yavin. C'est la suite directe du tome 1, où Nora et son équipe forment désormais un escadron de la Nouvelle République spécialisé dans la traque d'impériaux. Sur Chandria, la capitale de la Nouvelle République, qui sera détruite dans l'épisode 7, Le Réveil de la Force, Leila s'inquiète car son mari Han Solo a disparu. De retour sur Chandria, Nora et son équipe acceptent une mission secrète de Leila, secourir Han Solo. L'équipe de Nora fonce sur Kashyyyk, la planète des Wookiees. Une fois sur place, ils libèrent des prisonniers des mains des impériaux, ainsi que Han et Chewbacca. Ensemble, ils décident de s'allier pour libérer totalement la planète du joug des impériaux. Au même moment sur Chandria, des troubles politiques naissent, comme le fait de refuser d'envoyer des troupes sur Kashyyyk ou d'autres planètes dans le besoin à cause d'enjeux politiques. Malgré tout, la libération de la prison par l'équipe de Nora est une grande victoire pour la Nouvelle République, qui décide d'en faire un jour de fête, le jour de la libération. Rae Sloane est envoyé par l'Empire sur Chandria le jour de la libération pour entamer des négociations. Mais les festivités vont tourner au cauchemar. Un tome bien plus passionnant que le premier, je lui mets un B+.
Il est prenant, passionnant pour suivre aussi bien les aventures des personnages qu'on adore, comme Han, Leila, Chewie, mais aussi pour le commando. Le livre commence sur une bataille menée par le commando. Et à la manière de Star Wars 5, l'Empire contre-attaque, on est directement dans l'action. Ce qui est un excellent procédé pour entrer dans l'histoire, émotionnellement. Mais ça marche uniquement car on a pu s'attacher à ces personnages lors du tome 1. Et là, on a vraiment peur pour eux, leur avenir est incertain. Si je mets un B+, c'est que dans le livre, il y a des points un peu plus négatifs. Par exemple, la bataille de Kashyyyk est très rapide. Par contre, j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passe sur Chandrila. Déjà, développer l'histoire de cette planète qui est détruite lors de Star Wars 7, le réveil de la Force, est une bonne chose. Car il faut bien l'avouer, dans Star Wars 7, on s'en fout un peu du sort de cette planète, car on ne s'est jamais attaché à celle-ci. Le développement de cette nouvelle république est pertinent. Par l'attache qu'on a à ces personnages qui ont le souhait de bien faire, comme la chancelière Mon Mothma ou Leila, et aussi avec leurs faiblesses. On sent que c'est profondément inévitable. Tout cela est voué à l'échec. La fin du livre sur Chandrila est renversante. Et donne envie d'enchaîner sur le dernier tome, car cette fois-ci, il y a plein d'enjeux et de trames qui s'ouvrent. Pour terminer, j'ai vraiment adoré le traitement de Nora Wexley, une femme qui a mis des années à faire le deuil de son ancien mari, disparu au combat, qui réussit enfin à vivre une nouvelle aventure, mais qui voit sa vie chamboulée par le retour de son ancien mari. Le personnage a vraiment évolué dans ce tome. En effet, la tâche qu'on commence à développer dans le tome 1 est vraiment magnifiée ici. Car on pourrait presque dire qu'elle tombe dans le côté obscur, même si ce n'est pas une Jedi. Au niveau de l'écriture, j'ai trouvé ça mieux maîtrisé que le premier tome. Je dois avouer, j'ai craqué. Face au suspense du tome 2, j'ai directement enchaîné avec le dernier tome de cette trilogie. Ma 4e lecture est Riposte, Chute de l'Empire, écrit par Chuck Wendig, sorti le 28 février 2019 aux éditions Pocket, traduit de l'anglais par Axel Desmoulins et Nicolas Ancion. L'histoire se déroulant en l'an 5 après la bataille de Yavin. Dans ce dernier tome de la trilogie Riposte, il y a plusieurs trames qui se déroulent en même temps pour se réunir lors du final, la bataille de Jakku, qui comme le titre l'indique, sonne le glas de l'Empire. D'un côté, Nora Wexley n'a qu'un seul but, tuer Rae Sloane pour se venger de l'attentat sur Chandrila. Dans le même temps, la Nouvelle République découvre que les troupes restantes de l'Empire se réunissent sur Jakku. Mais le combat final est retardé à cause de la politique. En effet, le Sénat doit voter l'attaque. Nora se rend toute seule sur Jakku et retrouve son mari ainsi que Rae. Mais contre toute attente, elle se rend compte que Rae n'est que le pantin d'un serviteur de Palpatine, Gallius Rax. C'est pourquoi ils vont s'allier pour arrêter le plan de Gallius Rax. La bataille sur Jakku éclate enfin, et toute son équipe va se battre aux côtés de la Nouvelle République jusqu'à l'anéantissement de l'Empire. Pour ce livre, je mettrai un B+, car le final de cette trilogie est grandiose. Tout dans ce livre est intéressant. Nora qui doit s'allier à son pire ennemi et doit faire face à ses démons intérieurs, la géopolitique avec cette république qui fait semblant d'être entreprenante pour la paix. Malgré cette façade, ils n'osent pas finaliser leur combat en attaquant une dernière fois l'Empire. La bataille de Jakku est très bien écrite, on n'est pas perdu et c'est passionnant. Par contre, on abandonne clairement le développement et la psychologie du reste de l'équipe de Nora. Ce qui n'est pas dérangeant durant la lecture du livre, mais c'est frustrant quand on en sort, car on a envie d'avoir une fin plus développée pour ces personnages. Je pense que Riposte est une bonne porte d'entrée si vous voulez vous lancer dans le canon de Disney. Après avoir lu Riposte, j'ai compris que ce format de trilogie était très adapté à l'univers Star Wars et j'ai donc voulu directement enchaîner avec une nouvelle trilogie. Je me suis donc un peu renseigné et j'ai décidé d'enchaîner avec la trilogie Throne, qui est malheureusement pour le moment la seule autre trilogie. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes de Throne, car le 3e n'était toujours pas sorti en France. On en parlera dans un futur épisode. Ma 5e lecture est Throne, de Timothy Zahn, sorti le 22 février 2018 aux éditions Pocket et traduit par Lucille Gallio. Au niveau de la timeline, on est en -12 avant la bataille de Yavin. On reparlera très certainement de Timothy Zahn dans les futurs épisodes, car c'est un écrivain très important dans l'univers littéraire de Star Wars. Il a notamment écrit une des trilogies les plus importantes de l'univers Legend, celle-ci, La Croisade Noire du Jedi Fou, qui a longtemps été considéré comme les épisodes 7, 8 et 9 des films. Je pense d'ailleurs commencer le Legend par cette trilogie. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Ce roman raconte l'ascension d'un non-humain, ce Chiss, dans la hiérarchie militaire de l'Empire. Il y a 2 histoires en parallèle. La première, la plus importante, est l'ascension de ce personnage, qui est d'abord un prisonnier de l'Empire, puis fait son entrée dans une grande académie impériale, accompagné de Eli Vanto, son nouvel assistant. Sortant de l'académie, Thrawn résoudra des enquêtes compliquées et met fin à un siège de la résistance sur une planète. Nous suivons aussi Arinda Pryce, la gouverneure de Lothal,
qu'on retrouve dans la série Rebels. Ce personnage est assez fascinant. Nous suivons son évolution. Au début, elle perd sa mine familiale volée par l'Empire. Elle décide d'aller sur Coruscant afin de récupérer son bien de l'intérieur. Mais grâce à son ambition politique, elle devient gouverneur de Lothal et a dans la poche Thrawn. Ce roman est vraiment très bon. Je lui mets un B+. Les 3 personnages principaux, Thrawn, Harinda Price et Eli Vanto, sont très bien développés. C'est le premier roman que je lis où nous sommes du côté de l'Empire. J'avais de réelles appréhensions, mais c'est bien écrit. J'ai vraiment aimé suivre des ascensions au sein de l'Empire. On voit comment se joue la politique impériale, la corruption, à travers des personnages qui ne sont pas manichéens. Ils travaillent chacun pour l'Empire, mais ils ont une réelle conception du bien et du mal. Ils se battent avant tout pour leur cause, tout en comprenant qu'être au cœur de l'Empire, c'est la meilleure façon d'y parvenir. La relation entre Thrawn et Eli Vanto est très bien pensée. Au départ, c'est censé être égalitaire, mais il y a très vite un jeu de pouvoir, ce qui donne naissance à une rivalité, mais surtout à une grande amitié. La chose un peu déroutante, c'est que le roman se déroule sur plusieurs années. L'auteur nous explique ainsi en un tome comment Thrawn passe de personne au sein de l'Empire au grand amiral. Je pense que vouloir réduire l'ascension de Thrawn en un tome, ça nous perd un peu en tant que lecteur, et avoir une trilogie rien que pour ce sujet, ça aurait été top. Malgré tout, Timothy Zahn a un réel style d'écriture, le livre est agréable à lire et est vraiment très bien. Le 6e roman que j'ai lu est donc le 2e tome, Thrawn Alliance, toujours écrit par Timothy Zahn, sorti le 27 juin 2019 aux éditions Pocket, traduit de l'anglais par Lucille Gallio. Le livre se déroule en -2 avant la bataille de Yavin, juste avant la défaite de Thrawn dans la saison 3 de Rebels. Cette fois-ci, le livre est divisé en 2 trames, à la fois reliées par certains enjeux entre les personnages, mais racontant des histoires différentes à des temps différents. La première trame est celle qui se passe en -2. Thrawn et Dark Vador se voient confier une mission par l'empereur Palpatine. Ils doivent enquêter sur Batuu pour découvrir une perturbation dans la Force. On suit donc l'aventure de Thrawn et de Dark Vador, 2 figures de l'Empire que tout oppose. Dark Vador va douter de la loyauté de Thrawn, mais forcé de constater qu'il est un grand amiral et se doit de lui accorder sa confiance. Tous deux se battent contre les Gris qui tentent de bloquer les routes vers les régions inconnues et qui sont donc un obstacle au plan d'expansion de l'Empire. La deuxième trame est la rencontre entre Thrawn et Anakin lors de la guerre des clones. Alors que Padmé a disparu, Anakin enquête et tombe sur Thrawn. Ensemble, ils vont joindre leurs forces et découvrir une usine séparatiste qui met au point une technologie qui rend les armes de la République inefficaces face aux droïdes de combat. Je mets à ce livre un B-. Évidemment, sa force, c'est la relation entre Thrawn et Anakin/Dark Vador. J'avoue que celui-ci a été douloureux à lire, car les passages qui se déroulent lors de la guerre des clones ressemblent à un épisode de la série The Clone Wars, ce qui en littérature les rend inintéressants. Si vous vous êtes déjà renseigné sur ce livre, vous avez déjà peut-être lu ou entendu ce constat. Moi-même, je l'ai vu quelque part, je ne sais plus où, désolé, mais c'est vrai que j'ai eu cette sensation étrange. A contrario, les passages dans le présent sont assez brillants. On ressent la force d'esprit constante de Thrawn et la relation Vador-Thrawn est top. Et surtout, le récit prend son temps et permet de mieux approfondir la psychologie de Thrawn. Une deuxième chose m'a beaucoup gêné dans ma lecture, c'est la disparition inexpliquée du personnage de Eli Vanto. En effet, c'est embêtant car le duo Eli Vanto et Thrawn fonctionnait très bien et il y a beaucoup d'enjeux qui ont été développés lors du tome 1 et qui sont donc non réglés ici. À voir où nous mènera le tome 3 car j'ai vraiment été déçu de celui-ci. Comme je l'ai dit, le 3e tome de Thrawn n'était pas sorti au moment de ma lecture. Mon 7e roman et dernier de la vidéo est Lien du sang, écrit par Claudia Gray, sorti le 13 juillet 2017 aux éditions Pocket, traduit par Lucille Gallio. C'est un roman qui se concentre sur Layla. L'histoire se déroule en 28 après la bataille de Yavin. Alors que la Nouvelle République a réussi à faire régner la paix pendant plus de 20 ans, une crise politique et militaire s'annonce. Le Sénat est divisé en 2 factions. D'un côté, on a les centristes qui souhaitent avoir un gouvernement galactique fort, et de l'autre côté, les populistes. Layla, qui est populiste, commence une enquête avec à ses côtés Ramsolm, qui est lui centriste. Un espoir d'union a donc lieu. Mais ensemble, ils découvrent une machination militaire financée par les centristes. Pour faire tomber l'enquête, une sénatrice centriste donne à Ramsolm des preuves que Layla cache un terrible secret aux yeux de la galaxie, son héritage familial. Je préfère en dire très peu sur ce roman, afin de spoiler le moins possible. Car la moindre des choses que je puisse dire, c'est que j'ai pris une énorme claque. Il mérite un A. Pourquoi une claque ? C'est un roman qui parle de géopolitique, de complot,
Pourtant, l'autrice rend ceci passionnant. Au niveau de la révélation que le lecteur connaît, quand c'est révélé aux yeux de la galaxie, nous sommes pris dedans. Comme si nous aussi, on nous balançait ça au visage, qu'on nous trahissait, qu'on l'apprenait nous aussi. L'autrice a réussi à créer un réel choc, alors que normalement, tous les lecteurs sont au courant. C'est très fort. Et au niveau de la plume, elle met tous les auteurs vus aujourd'hui en PLS. Ce roman est aussi très intéressant dans les germes de ce que va devenir la Résistance et le Premier Ordre. Un roman sur Layla, qui est consciente que le combat qu'elle mène depuis des dizaines d'années est en train de s'effondrer. Elle est seule face à un régime qui a peu de sens et beaucoup de fausseté. Elle doit faire face aux autres et surtout à elle-même. Qui est-elle? Quelles sont ses défaites? Car au final, elle a participé à la création de cette nouvelle république. Layla doit ainsi se réinventer. C'est un livre à absolument lire. Pour conclure, j'ai adoré ce début d'aventure dans l'univers étendu, littéraire de Star Wars. Les 7 romans qu'on a vus aujourd'hui sont tous bien. Il n'y en a pas un qui est nul. Même si Lien du sang est celui que je conseillerais en premier car il est vraiment au-dessus du lot, ensuite je conseillerais pourquoi pas la trilogie Riposte. Je trouve que les liens entre les livres et les films et les séries sont vraiment jouissifs. Ce qui me fait peur pour la suite du canon, c'est que je ressens que les grandes fresques comme la trilogie Riposte ou Throne sont vraiment adaptées à l'univers Star Wars. Dans le sens où ces trilogies, surtout Riposte, forment des histoires ultra solides. C'est vraiment prenant car ce format permet de développer les personnages, les intrigues sur de long terme, sur de grandes aventures, et c'est cela l'esprit Star Wars. Mais du coup j'ai un peu peur, en tout cas je suis frustré, car j'ai lu toutes les trilogies disponibles en français pour le canon. Après évidemment le canon est beaucoup plus récent, ça fait à peine 5 ans en France que des livres sortent. Évidemment de nouvelles trilogies vont sortir dans le temps. Et aussi je n'ai pas lu le 3e tome de Throne, car il n'était pas encore sorti en France, on en parlera très bientôt. Il y a aussi un premier tome d'une nouvelle trilogie qui est sorti, l'Escadron Alphabet, et là j'attends un peu de le lire pour pas trop attendre les suites. Au final pour le moment, les dizaines de livres qui restent dans le canon sont des œuvres unitaires. Du coup, ce que je propose, c'est que dans le prochain épisode de Star Wars l'aventure littéraire, on se concentre sur 7 livres unitaires du canon, c'est-à-dire des livres qui n'ont pas de suite, avec comme problématique quelque chose comme est-ce qu'un roman Star Wars unitaire peut se suffire à lui-même? Bien entendu, nous avons déjà des éléments de réponse, car comme je l'ai dit, j'ai vraiment adoré Lien du sang qu'on pourrait classer comme une œuvre unitaire. Le but est d'avoir un échantillon plus grand avec les 7 prochaines lectures. Ce premier épisode est terminé. N'hésitez pas à me dire si je spoil trop. Des conseils pour améliorer la suite de cette émission? Des conseils de lecture? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. À bientôt sur les internets.